De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Un invité nous a rejoint. Il s'agit de Monsieur Alassane Sall. Vous êtes médecin, bienvenue. Merci, bonjour. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Lucien Pambou et Jean-François Kandji-Kombe. Tout de suite, le dossier du jour. L'épidémie d'Ebola qui a franchi la barre des 3000 décès en Afrique de l'Ouest inquiète tout le continent. L'Union africaine a d'ailleurs appelé les États à ne pas tomber dans la psychose et à maintenir les frontières ouvertes vers les pays touchés. Un appel qui a sonné le début de la mobilisation contre le virus. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola a suscité une réelle manifestation de solidarité sur le continent africain. Plusieurs chefs d'État ont aussitôt appelé à la mobilisation des moyens pour faire face à une épidémie plus tard déclarée comme menace pour la paix et la sécurité dans le monde par l'Organisation mondiale de la santé. Les réticences au départ ont vite été surmontées avec les recommandations par exemple de l'Union africaine de lever les restrictions liées notamment à l'isolation des pays touchés par Ebola, avec la fermeture des frontières annoncée par certains pays pour protéger leur population d'un virus qui a causé à ce jour la mort de plus de 3000 personnes en Afrique de l'Ouest, foyer de l'épidémie sur le continent. L'Afrique se mobilise contre Ebola. L'apparition de l'épidémie en début d'année en Guinée a créé la panique sur tout le continent. Conséquence, plusieurs États ont fermé leurs frontières aux pays les plus touchés par l'épidémie, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest. La décision du Sénégal, par exemple, d'interdire les voyages vers la Guinée crée alors un sentiment de frustration au sein de la société guinéenne, même si plusieurs citoyens comprennent la volonté du Sénégal de protéger ses populations du virus Ebola. En tournée au mois de septembre dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest fortement affectés par l'épidémie, le président en exercice de la CEDEAO a essayé d'expliquer les enjeux de cette décision de fermeture des frontières. C'est la première fois que l'épidémie Ebola apparaît en Afrique de l'Ouest. Ça a été comme une surprise parce que nos populations n'avaient pas de connaissances préalables sur cette maladie. La plupart des pays ont répliqué avec des mesures urgentes de sécurité qui n'ont pas été très efficaces. Au lieu de contribuer à l'amélioration de la situation, dans certains cas, nous avons parfois observé le contraire sur le terrain. Nous avons donné des directives par rapport à la fermeture des frontières. Et dans cette directive, il est indiqué clairement qu'il n'est pas nécessaire de fermer les frontières. Cette visite du président ghanéen dans les pays affectés par la fièvre hémorragique à virus Ebola est intervenue au lendemain de la rencontre à Addis Abeba en Éthiopie des États membres de l'Union africaine. L'institution régionale, fortement critiquée par plusieurs observateurs pour son manque de promptitude dans la gestion de cette crise sanitaire sur le continent, a tout de même plaidé pour la réouverture des frontières et l'élaboration d'une stratégie africaine commune face au virus. En signe de solidarité, le président du Ghana, John Dramani Mahama, a apporté au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée des vivres aux malades touchés par Ebola. Il s'agit d'une assistance humanitaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une visite qualifiée de signe de solidarité africaine par le président guinéen Alpha Condé. En venant ici, il montre qu'on n'attend pas l'Ebola en descendant sur toute la Guinée. Et j'espère que son message va être entendu et que tous les pays de la CEDEAO vont ouvrir les vols, les frontières et prendre les mesures de protection aux aéroports comme nous le faisons ici. C'est vrai que la communication sur l'Ebola a créé la panique parce qu'on n'a pas dit au début qu'on ne meurt pas nécessairement d'Ebola. Depuis l'apparition du virus en Guinée, d'où est partie l'épidémie en début d'année, les rencontres sur la gestion de la fièvre à virus Ebola se sont multipliées sur le continent. Accra, la capitale ghanéenne, a plusieurs fois accueilli les ministres de la Santé du continent et des pays de l'Union du fleuve Mano, foyer du virus Ebola, en vue d'élaborer et d'harmoniser les stratégies de riposte à la fièvre pour contenir sa propagation. Une urgence pour l'Union du fleuve Mano. C'est important pour l'Union du fleuve Mano d'apporter une pierre à l'édifice au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Pour sauver des vies dans la sous-région aujourd'hui, nous devons communiquer. Et pour cela, nous essayons d'harmoniser les stratégies dans les différents pays. Nous sommes en train de voir comment harmoniser la riposte à travers les diagnostics et comment lutter contre la fièvre Ebola dans nos pays, parce qu'avec l'harmonisation des stratégies, nous aurons un plan commun de lutte. La rencontre de plusieurs chefs d'État à Sipopo, en Guinée équatoriale, le 15 septembre dernier, n'est pas moins un signe de solidarité et de mobilisation.
Lors de la remise des prix de la 2e édition du prix UNESCO Guinée équatoriale, le président Obiang Nguema a offert 1 milliard de francs CFA à l'Organisation mondiale de la santé pour intensifier la lutte contre Ebola en Afrique. Le gouvernement de Guinée équatoriale met à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à titre de donation, la somme de 2 millions de dollars de subventions au programme de lutte contre Ebola. Nous profitons de cette occasion pour mobiliser la communauté internationale aux États tant africains que du monde de donner la contribution pour rencontrer une solution définitive à cette crise. Mobiliser la communauté internationale. La solidarité du Maroc aux pays touchés par l'épidémie d'Ebola a aussi révélé un réel potentiel d'entraide sur le continent. Le Royaume a décidé de continuer par exemple ses vols vers la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, alors que plusieurs compagnies ont suspendu leurs liaisons vers ces pays. Un forum économique Guinée-Maroc a également mobilisé le 9 septembre dernier au Maroc plusieurs hommes d'affaires pour promouvoir les opportunités d'investissement en Guinée, alors que l'épidémie d'Ebola menace l'économie des pays touchés par le virus. Le Mali voisin à la Guinée a aussi laissé ses frontières ouvertes depuis l'annonce de l'épidémie en Guinée. Une décision qui marque le président guinéen, président en exercice de l'Union du fleuve Mano. Le Maroc a maintenu tous ses vols. Le forum, j'ai dit peut-être le Maroc est gêné de nous dire de reporter le forum. J'ai fait téléphone pour vous dire, nous sommes prêts à reporter le forum. Le roi a dit non, on ne referme pas le forum. Et il a dit toute la coopération avec la Guinée continue. Donc on a fait le forum le 7, 200 hommes d'affaires guinéens, 800 hommes d'affaires marocains. Lui, il m'a téléphoné, où est le terrain? Je vous ai dit que je vais construire un hôpital, mère et enfants. Envoyez-moi le plan du terrain. Il a promis de construire un hôpital et aussi une école professionnelle. Et toute la coopération continue. Le Mali a une frontière très large avec nous. Ibeka n'a jamais rien fermé, ni terrestre, ni aérien, ni rien. Mais il n'y a pas de cas d'Ebola au Mali. Sur le continent, en plus des politiques, les artistes aussi se mobilisent contre l'épidémie d'Ebola de plus en plus meurtrière, avec à ce jour plus de 3000 décès dus au virus. La diva de la musique africaine, Aïcha Koné, sensibilise ses fans sur les modes de prévention d'Ebola dans un single, alors qu'un collectif sénégalais a participé à un clip vidéo contre Ebola. En Guinée, plusieurs artistes de la musique urbaine chantent contre Ebola. L'apparition de l'épidémie et sa propagation accélérée dans les pays de l'Union du fleuve Mano a révélé un potentiel de mobilisation et de solidarité sans précédent sur le continent. Monsieur Sall, vous êtes médecin. Que pensez-vous de la décision du Sénégal qui fait partie justement de ces pays à avoir très rapidement fermé leurs frontières? Je crois qu'il faut situer un peu le contexte. Il est vrai que, du point de vue scientifique, il a été démontré que fermer les frontières ne résout pas le problème. D'après l'OMS, effectivement. Oui, mais il faut se placer aussi dans la situation de la population donc, qui panique. Et ça a été une réaction épidermique des pouvoirs publics de dire, écoutez, on ferme. Bon, c'est une question, effectivement, qui après on a vu, on a libéré les frontières quand même, n'ont plus été fermées. Cette réaction, c'était une réaction épidémique à une pathologie qu'on ne maîtrise pas. Et nous sommes frontaliers de la Guinée. Le voie de passage transfrontalier, c'est des passoires. Donc il n'y a pas possibilité de pouvoir prendre les précautions qu'il faut au niveau des frontières. Voilà. Donc c'était une réaction épidémique qui se comprend parce qu'il y a la population qui un peu demande... La maladie est très mal connue en Afrique de l'Ouest. Absolument. Ça, elle est très mal connue. Bon, c'est la première épidémie pour l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est des pathologies qui, en général, ont commencé depuis 1976 au centre de l'Afrique, c'est-à-dire la RDC. Donc nous, on ne connaissait pas ça. Si c'était le choléra, on connaît très bien. Mais l'Ebola, on ne connaissant pas, d'autant plus Ebola ayant quand même une létalité très importante. Plus d'une personne sur 2 atteintes va décéder de cela. Voilà, donc les gens sont paniqués et ça s'est transmis dans les décisions politiques. Voilà, mais après, je crois que les choses sont revenues à l'ordre. Lucien, que pensez justement de ces pays qui ont décidé de fermer leurs frontières? Fanny, Ebola, bon, comme dit M. Harald, est connu donc en 1976, mais il y a une autre maladie qui aujourd'hui est en Ouganda, c'est le Marburg. Effectivement, la fièvre Marburg, qui est un virus aussi, une fièvre hémorragique, un virus Marburg, qui n'est pas aussi nocive, mais qui est aussi létale, mais moins que Ebola. Bien, mais il faut le dire, parce que c'est important. Alors, cette fermeture de frontières, comme a dit notre invité, la fermeture de frontières ne résout rien.
Mais je pense que la plupart des pays africains, en fait, ont un problème. Nous ne regardons jamais, en fait, notre passé et nous nous contentons de reproduire les mêmes erreurs dans le présent. C'est une malédiction. Pourquoi je le dis ? Ça fait très longtemps que l'Afrique est traversée. Nous sommes dans des économies, il paraît, émergentes. Donc forcément, nous allons être confrontés à des maladies émergentes comme Ebola. Mais les infrastructures sanitaires manquent fondamentalement. On a l'impression que ce qui préoccupe aujourd'hui les États africains, c'est simplement ce mirage, réel peut-être, mais mirage quand même, des économies dites émergentes, du taux de croissance, alors que les besoins de base, les objectifs du millénaire ne sont même pas remplis. Alors, restons sur Ebola. Quand on reste sur Ebola, qu'est-ce qu'on constate ? On constate en effet que cette épidémie-là, qui était connue donc essentiellement dans les zones forestières, 76 en République démocratique du Congo, qui a été aussi en Ouganda avec la fièvre Marburg, et qui aujourd'hui on retrouve à Voumé en Guinée forestière et en Sierra Leone et au Liberia, pose un problème, je dirais, de quoi ? Un problème de réflexion et de démocratie sanitaire auquel les Africains ne sont pas préparés. Pourquoi ils ne sont pas préparés ? On peut avoir l'impression que c'est un choix politique. Alors, je veux très bien que l'on construise effectivement les économies, qu'il y a d'autres priorités, mais une population qui ne se soigne pas, c'est une population qui n'est pas apte à participer au développement économique. Quand je dis cela que l'Union africaine est en dessous de tout. Alors, l'Afrique, toujours comme d'habitude, malgré nos taux de croissance explosifs, nous comptons sur qui ? Les autres. Les autres, c'est qui ? Qui ont les infrastructures sanitaires, c'est-à-dire l'Occident. Bien. Et il faut saluer ici, et je m'incline, devant ces aides-soignants, devant ces médecins occidentaux qui ont payé de leur vie, il faut le dire, Médecins sans frontières, qui ont payé de leur vie pour apporter effectivement un soulagement, parce que c'est un soulagement, parce qu'on n'a pas trouvé encore effectivement quelque part le vaccin. Ah, ça soulève un autre problème. Il y a une coopération. Vous voyez bien les pays africains, on a l'impression que chacun essaie d'apporter une réponse. On ferme les frontières, le Maroc ouvre ses frontières, la Guinée est contente que le Maroc le fasse, mais il n'y a pas une réflexion de fond, il n'y a pas une réflexion de base. Pourquoi ? Peut-être parce que, mais là je parle au conditionnel, peut-être parce que la santé n'intéresse pas beaucoup les États africains, malgré leurs déclarations. Jean-François, vous partagez l'avis de Lucien ? Comme toujours en partie, et c'est bien pour ça que nous sommes là. Je partage en partie, je pense que je vais commencer par ce que je ne partage pas. C'est pas vraiment une contradiction, mais je voudrais rectifier quelque chose. Je pense que les États, nos États, après, dans les premières années d'indépendance, avaient une politique de santé publique digne de ce nom. Je me souviens, y compris personnellement, des campagnes de vaccination, des campagnes de prévention, etc. Tout cela, dans les années 60, début des années 70, on pouvait penser qu'on avait une politique de prévention et une politique également de santé publique qui pouvait tenir la route. Simplement, aujourd'hui, et là je rejoins Lucien, le modèle politique et le modèle économique a changé. Aujourd'hui, un chef d'État ne peut pas se sentir digne s'il ne donne pas un objectif pour devenir un État émergent en 2020, en 2015, en 2000. Et dans les priorités qui sont montrées, il n'y a jamais une politique de santé publique. La santé est oubliée. La santé est oubliée, mais aussi... Il y a un deuxième facteur, et là, qui a été évoqué brièvement par Lucien, qui est celui du réflexe national. Nous avons affaire ici à des phénomènes qui ne connaissent pas de frontières. Les questions de santé, comme d'autres questions, nous en avons parlé de l'énergie, etc., ne connaissent pas de frontières. Et il n'y a pas de développement de coopération entre les différents États. Et je veux bien que les États, sur un certain nombre de points politiques, restent dans leurs frontières, mais pour ce type de questions, non. Et d'ailleurs, j'observe, et je terminerai par là, que l'OMS a dit très rapidement, au mois d'août, que c'était une question de santé publique à dimension internationale. L'Union africaine n'a pas réagi. Il faudra qu'on demande des comptes à Mme Zuma de cela. Et par ailleurs, international,
est-ce que vous avez vu l'Union européenne avoir une réaction rapide, les États-Unis, l'Asie, la Chine, alors que ce problème-là, aujourd'hui, il y a un foyer en Afrique. Mais si ce foyer-là n'est pas maîtrisé, il va s'étendre. Et il ne s'étendra pas seulement en Afrique. Monsieur Sel, en tant que médecin, qu'est-ce qui a manqué aux États pour endiguer rapidement l'épidémie et qu'est-ce qui leur manque encore aujourd'hui? Avant de répondre à cette question, je reviens un peu sur ce que les amis éditorialistes viennent de dire. Je ne partage pas tout à fait leur vision des choses, en partie. La deuxième partie qui est effectivement la coopération, ça je le partage et je vous dirai pourquoi. Pour ce qui est des systèmes de santé qui existaient après les indépendances, on a fait énormément de progrès par rapport à cela. On est beaucoup plus structuré et organisé qu'avant. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un problème effectif qui est premièrement les ressources humaines insuffisantes, ça il faut le reconnaître. Deuxièmement, il est vrai que dans des situations de pauvreté, je crois que l'une des priorités a été effectivement d'essayer de donner autant que possible à manger aux gens. Bien qu'on ne le fasse pas très bien non plus. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce qu'il y a, c'est que la coopération entre les États en matière de santé publique, là, je crois qu'il y a un très gros problème. Et l'Union européenne, que vous interpellez, nous l'interpellons. Parce que je crois que dans la charte de l'UEA, dans tous ces objectifs d'action, on ne voit pas beaucoup cette notion de travailler ensemble quand il y a des épidémies. Et là, on est obligé qu'il y ait une réflexion sur cela parce que l'Ebola vient de démontrer, encore une fois, il n'y avait pas qu'Ebola, on a eu le choléra quand même qui passe d'un pays à un autre, mais Ebola, c'est parce que la létalité est beaucoup plus importante, c'est parce que la population n'est pas préparée, que tout le monde est focalisé sur cela. La coopération internationale en matière de santé publique, surtout dans nos pays, je crois que c'est un point très important que les pays doivent mettre en exergue. Vous parlez de la présidente de l'UEA. Bon, j'étais hier dans une réunion à l'OCDE où ce problème lui a été posé, effectivement. Franchement, il y a un souci. L'Union africaine et les pays africains eux-mêmes peuvent réagir positivement par rapport à cela. C'est de trouver des solutions pour endiguer cette maladie. Il faut reconnaître quand même que Ebola va causer des problèmes économiques énormes. On parlait d'environ 2% du PIB en moins si on n'arrive pas à endiguer. Et ça, c'est des projections. Maintenant, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits, quand je prends l'exemple que je connais un peu plus, c'est-à-dire le Sénégal et la Guinée. Et je crois que cette coopération, elle a joué. Parce que s'il n'y avait pas eu une action du ministère de la Santé guinéen pour dire attention, dans nos contacts que nous avons identifiés, il y a une personne qui nous semblerait se trouve sur votre territoire. Donc quand même, c'est une action qui montre que les gens se sont saisis de l'importance et de la nécessité. Donc cette coopération, elle a très bien fonctionné. Le résultat, c'est que voilà, ça s'est bien passé. Donc pourquoi on ne réussit pas à endiguer ? Premièrement, c'est une pathologie récente dans nos contrées, que nos systèmes de santé ne sont pas préparés, que les populations non plus ne sont pas préparées. Et maintenant, pour arriver à ce que ça soit pris à bras le corps, je crois que cette coopération internationale des systèmes de santé des pays est une nécessité. C'est une nécessité. Tant qu'on n'y arrivera pas, on ne pourra pas. On a vu, MSF est submergé par le nombre de cas. Il y a des personnes qui décèdent ou bien qui sont malades qu'on ne peut pas rapatrier dans des unités de soins parce que c'est bondé, il n'y a pas de monde. Oui, la coopération. Oui, sur la coopération. Je voudrais dire qu'effectivement, il faut le dire, le problème de nos pays africains, c'est que nous saisissons les problèmes quand ils arrivent. Ouais. Une fois que les problèmes ont été traités, nous les abandonnons alors que les problématiques de santé doivent être reliées au développement et ce sont des problématiques de long terme.
Ça veut dire, comme a dit notre invité, absolument, la formation, les ressources, et puis il faut budgétiser ça, il faut l'intégrer dans les constitutions, puisque aujourd'hui on parle de réformer les constitutions. Tiens, chiche, Fanny, je dis à ces messieurs, à ces représentants politiques, messieurs, mettez dans les constitutions la santé comme une norme sociale, absolument, comme l'éducation, parce que c'est bien d'en parler, c'est bien de faire des grandes phrases. Ça existe dans les constitutions. Oui, mais sauf qu'elle ne s'est pas appliquée. Bien sûr, mais de manière très générale. Mettons des normes précises. Et le véritable problème est bien celui-là. Alors, M. Obama, sous lequel on comptait, avait fait un très grand discours en disant « Nous allons vous envoyer des tentes, nous allons vous envoyer 3000 hommes, nous vous envoyons... » Aujourd'hui, c'est le même Obama qui dit « Mais voilà, écoutez, mais que la communauté internationale se bouge un tout petit peu. Il faut être sérieux. La coopération est importante, mais que les Africains commencent d'abord par s'intéresser à eux-mêmes, par mettre en place des modes de coopération régionale. Après, peut-être la communauté internationale pourra s'intéresser à eux. » Merci messieurs. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le Premier ministre malien Moussa Mara appelle les forces armées qui luttent contre les djihadistes au nord du pays à adopter une stratégie plus offensive après la mort vendredi dernier de 9 casques bleus. Et le dialogue politique a échoué au Burkina Faso. Les négociations ont été suspendues avant même d'avoir commencé. Majorité et opposition n'ont pas trouvé de compromis sur une éventuelle révision de la Constitution. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa News.